La plateforme accueillait un colosse d'une dimension que je pensais impossible. Nommé Héraclès, ce monstre de cristal métallique ouvrait ses portes de l'aile sud à notre section de 500 personnes qui ne constituait qu'un infime fragment de son équipage. Héraclès, c'est ainsi que l'on nommait ce croiseur de l'espace conçu spécialement pour la colonisation. Sur 25 niveaux, nous pouvions visiter les immenses salles destinées à un voyage au bout de l'univers, salles de stase, immenses dortoirs, baies techniques, centres de commandement, hangars avec assez de nourriture pour plusieurs années. Ce n'était pas un croiseur de luxe pour milliardaires. Mais ces nombreux équipements pouvaient faire penser à une ville fortifiée abritant la fragilité humaine pour la transporter à travers les étoiles. Les colons s'endormiront bientôt dans le silence des étoiles, confiant leurs rêves à Héraclès et laissant derrière eux la certitude du connu pour embrasser l'infini de l'inconnu. Aussi surprenant que cela pourrait sembler à une personne du siècle passé, le commandement du vaisseau se nommait Mnemosyne. L'intelligence synthétique qui siégeait au Conseil mondial avait été désignée comme le chef de bord et maître de tous les équipements qui régissaient ce vaisseau. Ce choix n'était pas fortuit. Mnemosyne, déesse de la mémoire, symbolisait la préservation du savoir et de l'expérience de l'humanité. L'IA héritait de ce rôle en devenant l'archive vivante de la civilisation, gardienne de son histoire et de ses connaissances. Contrairement aux humains, elle ne connaissait ni sommeil, ni fatigue, ni corruption. Sa logique froide et son recul infini la rendaient l'autorité la plus stable et impartiale pour mener une mission séculaire. Enfin, Mnemosyne représentait une mémoire partagée. Elle était le témoin du passé de la Terre et la garante du futur des colons, unifiant ainsi l'humanité endormie sous une seule conscience veilleuse. Ainsi, Mnemosyne n'était pas seulement l'âme du vaisseau. Elle en était la mémoire, la raison et la voix. La technologie de ce vaisseau n'a été utilisée que quelques années auparavant pour transporter des humanoïdes d'avant-dernière génération. C'est eux qui avaient découvert Nouvelle Terre. Il était maintenant temps pour les humains de découvrir si la vie pouvait prendre sa place. À bord de l'Héraclès, le Frameshift Drive transforme la manière même dont le vaisseau traverse l'espace. Il crée une bulle de distorsion autour de la coque. L'espace devant se contracte, derrière il s'étire. Ainsi, le vaisseau franchit des milliers d'années-lumière sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, localement. Le voyage n'est pas instantané. Des milliers de colons dorment en stase, protégés par des systèmes médicaux et des champs gravitationnels artificiels. Seul un équipage réduit reste éveillé, guidant la trajectoire avec précision et surveillant la tension des réacteurs, l'intégrité de la coque et la synchronisation du FSD. À l'intérieur d'un système stellaire, le FSD passe en mode supercruise, permettant à l'Héraclès de filer à des vitesses prodigieuses, manœuvrant entre planètes et astéroïdes avec la précision d'une horloge cosmique. Le vaisseau devient alors une machine à plier espace et le temps, un sanctuaire pour l'humanité en route vers l'inconnu. Mais comme tout réacteur qui s'alimente, les réserves ne sont pas infinies. Seul un départ depuis une station en orbite, depuis laquelle l'Héraclès abreuvera ses réservoirs colossaux d'hydrogène, pourra permettre le voyage. Nous mettions donc le cap sur Sydney Cove, station à ce jour la plus importante de notre système solaire, seul système colonisé. Tout comme Sydney Cove fut la première ville européenne à naître sur la Terre ancienne, Sydney Orbital est le berceau de l'expédition, un lieu où les préparatifs sont méticuleusement contrôlés et où les résidents confient notre mission à la mémoire de l'humanité. De cette station, symbole de départ et de continuité, le vaisseau colossal s'apprêtera à franchir l'espace, portant ses colons endormis vers un nouveau monde. Je me trouvais maintenant dans la dernière salle, vers la porte d'embarquement, où une grande foule s'amassait et passait les portiques qui contrôlent les dernières barrières avant de pénétrer à l'intérieur de ce géant. Je ne cachais pas la pression et le pouls qui battait dans mes tempes. Traque de dernière minute avant que les portes vers la Terre ne se ferment définitivement. Me voilà arrivé
arrivés dans la salle de décollage. Tous ces sièges où nous nous attachions fermement avant une puissante sortie d'orbite terrestre qui ne manquerait pas de nous retourner l'estomac. Le staff médical nous avait expliqué que les tests que nous avions subis servaient surtout à supporter ce moment qui risquait d'être assez douloureux. Puis tout s'accéléra d'un coup. Le grondement monta, sourd et incessant, comme le cœur d'une tempête emprisonnée. Les réacteurs s'éveillèrent, projetant des vagues de lumière et de chaleur à travers la coque. Chaque vibration résonnait dans les chairs et dans le cristal métallique, rappel cruel de la puissance contenue. Pour l'équipage éveillé, le décollage n'était pas seulement un exploit technique, c'était un effort douloureux, un choc dans le corps et l'âme, un prélude au silence des stases où dormaient des milliers de colons. Ça y est,